Mon nom est... Je suis scénariste et réalisateur indépendant. Mon parcours au sein du monde de l'esprit critique m'a permis de découvrir l'étendue des différentes croyances, leurs proportions démesurées et la rapidité à laquelle elles se répandent. Je ne suis ni journaliste, ni scientifique, ni expert reconnu par une quelconque administration, ordre, conseil ou autorité. Je ne suis affilié à aucune entreprise susceptible de générer un conflit d'intérêts en vue de mes propos. Je suis simplement un acteur de la lutte contre la désinformation, les croyances, le prosélytisme et les dérives sectaires. Tel un devoir d'utilité publique, je me dois de porter assistance aux personnes ne sachant se prémunir de certaines idées ou modes de pensée pouvant peut-être un jour porter atteinte à leur personne. J'ai donc créé cette série documentaire qui se nomme La plus grande forme de sagesse est assurément l'humilité. L'humilité est ce qui nous pousse, toutes et tous, à être capables de dire « je ne sais pas ». Et la curiosité, souvent associée à un vilain défaut, est en réalité la plus pure des formes d'intelligence. Celle qui est aux prémices de toutes les autres et pousse chacun et chacune d'entre nous à nous dire « je vais apprendre ». Mais comment distinguer la véracité ou les mensonges d'un propos tenu? Comment se prémunir de certaines méthodes de manipulation ou modes de pensée qui pourraient tôt ou tard nuire à notre santé physique ou mentale? Un témoignage n'est pas une preuve. Dans le domaine de la justice, un témoignage compte. Néanmoins, il n'est que la voix d'une personne. Aussi, dans le domaine judiciaire, un témoignage peut être réfuté. Une enquête judiciaire a donc pour but de déterminer si un témoignage est alors plus proche d'un mensonge ou d'une vérité. Parfois, par manque d'éléments, il est alors impossible de trancher. Mais lorsque nous nous éloignons des tribunaux, qu'en est-il de la valeur d'un témoignage? Est-ce que les fantômes existent? C'est une excellente question, mais si je me pose la question, et que vous vous posez la question, et qu'un grand nombre de scientifiques se posent la question, et que même des médiums et des prétendus experts en entités fantomatiques acceptent que l'on puisse y croire ou ne pas y croire, c'est que nous n'avons, pour le moment, aucune preuve de l'existence des fantômes. Je n'aurai jamais la prétention d'apporter une réponse à cette question, car je ne le sais pas. Et que des gens bien plus qualifiés que moi ont passé leur vie entière à se poser la question et ont tenté d'y répondre. Malheureusement, aujourd'hui encore, cette question subsiste. Alors, si l'existence des fantômes est encore aujourd'hui une croyance ou un fantasme, comment certaines personnes peuvent-elles en savoir long sur des entités hypothétiques? Bienvenue dans cette enquête dans laquelle nous allons parler de celle qui est présentée comme la plus grande médium de France. Une personne qui illustre parfaitement la méprise de certains faits scientifiques, le manque de connaissance des sujets qu'elle aborde et la surinterprétation ainsi que les discours pseudo-scientifiques. Patricia Daré est une journaliste et animatrice radio qui, après la naissance de son fils, s'est vue être frappée par l'au-delà. À partir de ce jour, Patricia a le don de communiquer avec les défunts. Elle affirme notamment avoir communiqué avec des personnages célèbres tels que Jeanne d'Arc, Oscar Wilde et Napoléon. Peut-être l'aurez-vous deviné, mais nous n'allons pas traiter de manière approfondie le sujet de ces talents de médium, car comme évoqué plus tôt, un témoignage n'est pas une preuve. Les dires de Madame Patricia Daré nous contraignent généralement à la croire sur parole et, par chance ou plutôt par logique, croire sur parole n'atteste pas de la véracité. Au passage, les psychologues ou psychiatres consultés auparavant par Patricia Daré ne semblent pas avoir fourni un travail digne de leur discipline et de la méthode scientifique. Et au bout de 10 minutes d'entretien, je ressens cette espèce, non pas la voix extérieure, mais cette espèce d'état étrange où je lui dis « Vite, donnez-moi du papier et un crayon, ça vient ». Et là, j'écris de la même façon devant lui pendant 6 ou 7 pages avec cette... Alors lui est stupéfait parce qu'il voit cette main qui va à toute vitesse et lui me tend les feuilles et je lui dis surtout « Auscultez-moi, regardez ce qui se passe, dites-moi ce que c'est ». Et à la fin, quand mon crayon tombe, évidemment, il ne sait pas me dire ce que c'est, il me dit « Moi je ne sais pas, on va d'abord déchiffrer ».
Et nous déchiffrons ensemble ces textes. Et sur le texte, sa vie. Sa vie résumée. C'est-à-dire ce qui s'est passé, ce qui va se passer, ce qu'il fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qui va partir, sa mère qui va mourir, ses enfants qui vont naître. Voilà. Sa vie est là. Et alors lui, il est complètement interloqué. Il me dit, mais comment faites-vous ça? Eh ben, je suis justement venu vous le demander. Mais il dit, je ne sais pas vous répondre, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas de mon... Ça, c'est pas de mon ressort. C'est une chose que je ne comprends pas et qui m'échappe complètement. On dirait de la médiumnité, vous êtes médium en fait. Et là, je lui dis, comment? Et je pense que c'est de la médiumnité. J'ai vous me dites ça, moi? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il me dit, ça, je ne sais pas. Ce message que je vais recevoir encore et encore devant lui, parce qu'effectivement, ça va se passer dans le psychiatre, et qu'il va devoir déchiffrer ces papiers où il est question de lui, de son futur, de son passé, de la mort des siens. Lui que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, il va falloir qu'on en arrive là pour qu'il me dise, écoutez, ce n'est plus de mon ressort, vous n'êtes pas plus folle que ça, mais je pense que vous êtes en contact avec quelque chose que je ne peux absolument pas définir. Là où commence votre histoire, finit la mienne, m'a-t-il dit. 2 alternatives s'offrent à nous. Soit ce psychiatre a fourni un travail, ma foi, très problématique, car en dissonance avec sa discipline, soit Patricia Daré ment. Mais comme la présomption d'innocence doit toujours être aux prémices de l'analyse d'un discours, je pars du principe qu'elle est de bonne foi et que peu importe les circonstances, elle donne systématiquement sa vérité. Alors, aujourd'hui, 20 ans après votre premier contact avec l'au-delà, vous continuez de correspondre, enfin d'avoir des communications avec les défunts. Et en parallèle, vous êtes journalier, vous avez les pieds sur terre, vous êtes hyper pragmatique. Mais surtout que je n'y crois pas, surtout que je suis complètement laïque, je ne suis pas croyante, je suis cartésienne, je travaille dans une radio, je ne suis pas du tout là-dedans. On va revenir justement au début. Donc, vous êtes journaliste, a priori rationnel. Vous n'aviez jamais pensé à ce genre d'occupation. Et puis un jour, ça vous est tombé dessus, si j'ose dire, en pleine nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien voilà, après en 1995. Voilà, exactement. Après avoir passé une partie de ma vie à rire des médiums, de Madame Irma, que je trouve sont des gens un peu kitsch, un peu bizarres, enfin qui ne m'attiraient pas et dont je riais beaucoup. Mais il faut savoir aussi en sourire, il faut savoir prendre du recul surtout. Prendre beaucoup de recul, même sur cette activité de médium, parce qu'on pontifie depuis des siècles sur ces médiums, ces gens qui auraient, qui ont ce pouvoir. Faut démystifier tout cela. Il faut démystifier, il faut donner un coup de pied dans la fourmilière, il faut commencer à prendre les choses les unes après les autres, à y remettre du sens, à y remettre un peu de raison aussi, un peu de pragmatisme pour avancer, sinon on s'y perd, En commençant ses interviews et ses conférences de cette manière, Patricia Daré se positionne du côté des sceptiques. Elle nous fait donc ressentir que nous ne sommes pas si différents. Elle était comme nous avant, et aujourd'hui, elle a ouvert les yeux. Dans le milieu de la vente, cette technique pour obtenir la confiance d'un client est très répandue. On se positionne dans un premier temps du côté du client, en lui faisant comprendre que, comme nous, il peut changer d'avis. On rabaisse la concurrence en expliquant que notre artisanat, notre façon de faire ou nos produits valent mieux que le reste. Et enfin, le client se sent entre de bonnes mains. Patricia Daré doit alors être présentée sous la forme d'une croyante et non d'une sceptique, car les biais présents dans ses raisonnements et analyses créent dans ses discours des non-sens, des ambivalences et des vecteurs de dérive sectaire. Mais pour ce dernier point, nous y reviendrons plus tard. Un argument d'autorité est le fait d'invoquer une autorité ou une fonction afin d'appuyer un propos. Elle est journaliste, donc cartésienne, donc sceptique, donc elle dit forcément vrai, car elle n'est pas comme tous ces marginaux qui tirent les cartes et lisent l'avenir dans des boules de cristal. Si un policier vient à dire « J'ai vu une soucoupe volante dans le ciel, croyez-moi, je suis policier », eh bien notre premier réflexe est de lui faire confiance, car il représente une autorité que nous nous devons de suivre. Malheureusement, il n'est que policier, il n'est pas expert en aéronautique ou en phénomènes atmosphériques. Au même titre que si un archéologue vient à dire « Croyez-moi, je suis scientifique, j'ai vu un fantôme lors de mes dernières fouilles », eh bien, malgré son statut de scientifique et tout ce que cela engage,
il n'est que archéologue et non expert en autosuggestion, en psychologie ou en phénomènes optiques. Donc ce n'est pas parce que Patricia Daré est journaliste qu'elle est forcément sceptique. Le scepticisme n'est pas synonyme avec empêcheur de tourner en rond. Un sceptique est la voie de l'esprit critique, une méthode de réflexion rigoureuse qui cherche à éliminer les biais de sélection et les biais cognitifs. La méthode scientifique et l'esprit critique sont étroitement liés, car la science ne cherche pas à réfuter tout ce qui est farfelu parce que ces choses sont farfelues, mais plutôt cherche à expliquer comment le monde fonctionne en s'éloignant le plus possible de toute mauvaise interprétation. La méthode scientifique est le meilleur moyen de comprendre qui nous sommes et comment le monde tourne, métaphoriquement et littéralement. En somme, grâce à ce discours, Patricia Daré nous fait comprendre que comme elle, nous pouvons croire. Croire à tout un tas de choses fausses, mal comprises, mal interprétées et surtout vérifiables. C'est pas moi qui le dis, hein. Je ne suis pas un prophète. Non, c'est pas moi. C'est un monsieur physicien allemand qui a trouvé ça il y a, on va dire, 60 ans, 70 ans. Il s'est dit, tiens, c'est bizarre. Notre Terre est en train de changer de fréquence hertzienne. Cette fréquence hertzienne est en train d'augmenter sans cesse plus. Les champs magnétiques sont en train de se fragiliser, de se raréfier. Ils s'écartent. Nous sommes en train de capter des choses qu'on n'avait jamais captées. Et puis surtout la conséquence qu'a trouvé ce physicien qui s'appelait Winfried Otto Schumann, c'est que le temps s'accélère. Mais ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une invention. D'ailleurs aujourd'hui j'en parle avec pas mal de physiciens et autres scientifiques qui me disent oui c'est vrai, le temps s'accélère. Et comment c'est possible? Le temps c'est une chose qu'on a créée. Si je parle du temps ce soir, c'est pas parce que j'ai envie de vous faire un cours sur le temps ou sur la physique ou la physique quantique, c'est parce que c'est indispensable et c'est extrêmement lié à l'au-delà, le temps. Le temps s'accélère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une journée de 24 heures, que nous avons définie comme telle, hein, la journée de 24 heures, c'est l'homme qui l'a inventée, eh bien ce temps, cette durée, cette densité de temps, n'est plus que de 16 heures. Ben oui, 24 heures toujours, mais 16 heures en réalité. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien on court, on n'arrive plus à faire ce qu'on faisait avant. Le temps n'est pas une notion inventée par l'humanité. Il s'observe, se mesure, il a une influence sur toute chose ou presque dans l'univers, et nous, petits humains que nous sommes, nous en dépendons. Si l'on retire toutes les particules de matière dans l'univers, eh bien, le temps subsiste. Étienne Klein, physicien français célèbre pour son travail et ses conférences, a su traiter le sujet du temps dans plusieurs ouvrages auxquels je vous renvoie. La Terre possède une cavité, entre sa surface et l'ionosphère. Dans cette cavité se produisent des éclairs qui alimentent l'électromagnétisme. Ces échos d'ondes se mesurent en constante, appelée résonance de Schumann. Mais cela n'a aucun rapport avec le temps, la rotation de la Terre, son parcours autour du Soleil, ou bien encore la gravité. Il est vrai que le temps est relatif. Nous avons quasiment toutes et tous entendu cela au moins une fois quelque part. Mais les seules choses pouvant l'altérer sont la gravité et la vitesse. Et la gravité terrestre ne fluctue pas au point d'être ressentie à l'échelle d'une vie humaine. Évidemment, le temps est relatif, mais uniquement sur un sujet par rapport à un autre. Bon, mon idée n'est pas de vous perdre, alors prenons un exemple qui, je l'espère, parlera à tout le monde. Prenons Monsieur et Madame Cooper. Monsieur et Madame Cooper ont 30 ans tous les deux, et Monsieur Cooper décide de s'installer sur une planète sur laquelle la gravité est plus importante que celle de la Terre. Évidemment, mettons de côté le temps du trajet ainsi que la vitesse de son vaisseau spatial pour cet exemple. Arrivé sur cette planète, Monsieur Cooper va peser plus lourd que sur Terre, et son temps, par rapport au temps des êtres vivants de la Terre, s'écoulera plus lentement. Aussi, si l'on observait Monsieur Cooper avec un télescope très puissant, nous pourrions le voir évoluer au ralenti.
En somme, il vieillira plus lentement que les habitants de la Terre. À son retour sur Terre, il sera alors moins âgé que Madame Cooper. Le temps aura été altéré sur un sujet par rapport à un autre. Mesdames, messieurs, les plus néophytes dans le domaine des sciences, vous venez d'apprendre une partie de la célèbre théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Petite parenthèse, ne confondons pas hypothèse et théorie. Une théorie, dans le cadre scientifique, est un groupement d'hypothèses ayant été testées dans un cadre scientifique grâce à la méthode scientifique. Elle devient théorie à partir du moment où elle est reconnue par les pairs suite à une réplication et une évaluation longue. Nous pouvons alors la considérer, grossièrement dit, comme un fait. Donc non, la théorie de l'évolution n'est pas une folie présentée par un vieux monsieur à la barbe longue. Voilà pourquoi il est très important de ne pas confondre théorie scientifique et théorie du complot. Bon, revenons à nos moutons. À l'échelle d'une vie humaine, il est impossible de ressentir l'accélération ou la décélération de la rotation de la Terre. Une journée ne dure pas 16 heures, et bien au contraire, la rotation de la Terre fluctue, parfois en accélérant, parfois en décélérant, ce qui fait que les journées s'allongent ou se raccourcissent. Mais rassurons-nous, l'on parle de moins de 2 millisecondes par an. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, une journée pouvait effectivement durer 16 heures, mais aujourd'hui, par chance, ce n'est pas le cas. Aussi, ce n'est pas vers les résonances de Schumann qu'il faut se tourner pour mesurer la fluctuation de la vitesse de rotation de la Terre, mais plutôt vers les horloges atomiques. Alors, je ne savais pas que les fantômes avaient des préférences, à un moment donné. Alors, c'est vrai, ouais, vous dites, et j'avais jamais fait le rapprochement, on n'en voit pas aux Bahamas, comme on dit. Mais pourquoi, en fait? Parce que pour qu'il y ait apparition en fantasmatique, qu'on ressente une présence, il faut qu'il y ait une présence électromagnétique, il faut qu'il y ait une présence électrique. Il y a présence électrique uniquement quand il y a une atmosphère humide. L'eau est porteuse d'électricité. Conductrice, oui. Et conductrice d'électricité. Donc il faut que ce soit très humide. Les photons nuisent à la matérialisation. Oui. Donc c'est vrai que quand il y a un grand soleil, il n'y a pas... Donc il faut la pénombre. Humidité, pénombre et froid. Car la chaleur nuit également à l'apparition fantasmatique. Donc quand on a des demeures qui répondent à ces critères-là, on peut être sûr qu'on a une chance, on peut y aller avec la petite caméra comme ça. Et on a une chance. Chasseurs qui s'improvisent de fantômes, vous en parlez notamment. Oui, et là, on a toutes les chances d'avoir des présences ou de voir des choses. Donc, selon Patricia Daré, si l'on veut avoir une chance d'être connecté à l'au-delà, il nous faut un haut taux d'électromagnétisme, donc pas de lumière et pas de photons. Le photon est entre guillemets un petit paquet d'énergie associé aux ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques, nous les connaissons. Elles sont les ondes radio, les rayons gamma, les rayons X, etc., etc. Et la lumière visible. La lumière est composée de photons. Il est contradictoire de souhaiter beaucoup d'électromagnétisme sans vouloir de lumière, ou plus largement, de photons. Si l'on compare deux pièces identiques, traversées par les mêmes ondes invisibles, comme les ondes radio, infrarouges, etc., mais que l'une est éclairée par la lumière visible tandis que l'autre reste plongée dans le noir, alors la pièce éclairée possédera un taux d'électromagnétisme plus élevé. La lumière visible étant une onde électromagnétique, sa présence augmente la densité de photons dans l'espace, donc d'électromagnétisme. En bref, si je veux avoir une chance d'être connecté à l'au-delà, selon Patricia Daré, j'ai grand intérêt à me trouver dans un endroit éclairé, ou du moins, je n'ai pas de souci à me faire si de la lumière éclaire la pièce dans laquelle je me trouve. Le problème sous-jacent est que, si l'on veut faire l'expérience d'une rencontre potentielle avec des esprits de l'au-delà, nous glisser dans la pénombre, sans bruit, la nuit, et ce avec tout un tas d'idées reçues en tête, nous risquons de faire face à beaucoup d'autosuggestions et pourrons être victimes d'hallucinations auditives, visuelles et finir par prendre peur inutilement. Cela biaise alors notre expérience et par extension, notre raisonnement. Nous sommes humains
Notre cerveau aime nous tromper. Et encore une fois, la méthode scientifique combat fermement les histoires de ressenti sur la base d'expériences potentiellement biaisées. Enfin, dès à présent, et après tout ce que nous avons vu, je vais vous demander de faire cet exercice vous-même. Selon vous, que doit-on penser du travail et des dires de Patricia Daré? Quels problèmes pouvons-nous soulever et quelles sont les questions à se poser lors d'une rencontre avec de telles personnes? Dans un premier temps, l'existence des fantômes est toujours questionnée. Nous ne savons pas ce qu'il survient après la mort, ou même s'il y a quelque chose après la mort. Cela est une certitude. Nous ne savons pas. Deuxièmement, comment moi puis-je savoir que nous ne savons pas ce qu'il y a après la mort? Eh bien, tout simplement car les expériences menées au sujet des expériences de mort imminente, par exemple, n'ont jamais réussi à prouver une quelconque existence d'une vie après la mort. Mais également qu'aucun, je dis bien aucun, médium ou expert autoproclamé n'a su démontrer l'existence de ces talents. Puis, il est important de souligner le fait que les médiums prétendant détenir des pouvoirs de communication avec les défunts se positionnent systématiquement de la même manière. Demandons-nous, pourquoi ces gens restent-ils dans l'ombre? Cela pourrait paraître paradoxal avec le fait que bon nombre de médiums sont médiatisés, et pour certains cas, apprécient être médiatisés, pour des raisons qui leur sont propres, que ce soit purement égoïste, et être célèbre ou riche, ou bien pour une quête purement altruiste, afin de partager au plus grand nombre leurs talents et leurs savoirs, et d'aider les plus endeuillés. Présomption d'innocence oblige, je me range du côté de la bonne foi. Mais je reformule ma question. Pourquoi reste-t-il à l'écart des scientifiques? Si des médiums comme Patricia Daré faisaient évaluer leurs compétences, à condition qu'ils possèdent réellement des pouvoirs de médiumnité, ils pourraient contribuer à la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité, faire gagner le prix Nobel, être encore plus riches, encore plus célèbres. Et si l'argent et la célébrité ne les intéressent pas, ils seraient au moins pris au sérieux par la communauté scientifique, mais également par le monde entier, et aideraient un plus grand nombre de personnes en deuil. Enfin, nous saurions ce qu'il y a après la mort. Malheureusement, ces personnes autoproclamées expertes sont invitées sur des plateaux télé, font des conférences, des vidéos YouTube, avec des adeptes qu'ils ont su convaincre sur la base de discours pseudo-scientifiques. Un expert autoproclamé d'un domaine qui n'a su prouver son existence ne peut pas être un expert. Je n'ai pas de preuve de l'existence des licornes, alors je n'ai aucune raison de tenter de les attirer avec, disons, du fromage. Je n'ai aucune preuve de l'existence des fantômes, alors je n'ai aucune raison de tenter de les attirer avec une planche Ouija ou un détecteur de champs électromagnétiques. Je ne dis pas que les fantômes n'existent pas. Peut-être existent-ils. Peut-être nos proches restent à nos côtés après la mort. Ce que je dis en revanche, c'est que si c'est le cas, les médiums n'ont pas su prouver qu'ils en savaient plus que les scientifiques ayant travaillé sur ce sujet. Je reformule pour que cela soit plus clair. Des experts autoproclamés au mode de pensée biaisé ne peuvent pas en savoir plus que les scientifiques ayant étudié le sujet dans un environnement encadré, régi par la méthode scientifique. Nous n'avons aucune preuve de l'existence des fantômes. Et lorsqu'un médium comme Patricia Daré parle de choses vérifiables, comme des faits scientifiques, en se trompant, en surinterprétant ou en déformant certaines théories scientifiques, comment pouvons-nous lui faire confiance aveuglément lorsqu'elle nous parle de choses que l'on ne peut pas vérifier comme l'existence des esprits? En somme, on nous demande de croire aveuglément les paroles d'une personne au sujet de choses invérifiables, quand cette même personne se trompe lourdement sur des sujets facilement vérifiables. En m'adressant à vous, spectateurs, à vous, médiums, et à toute personne croyante, permettez-moi de conclure. Récapitulons le sujet de la croyance envers les fantômes.
l'hypothèse de l'existence des fantômes survient dans l'histoire de l'humanité. Un folklore se crée. De la littérature fictionnelle apparaît. L'inconscient collectif associe certaines propriétés aux fantômes. Certaines personnes affirment certaines choses au sujet des fantômes en se basant sur des connaissances acquises au cours des derniers siècles. Par rétrospective, si vous acceptez le fait que l'existence des fantômes est une croyance, que l'on puisse y croire ou ne pas y croire, c'est que vous reconnaissez le fait qu'aucune preuve n'est en mesure de valider l'existence de ces dites entités. Donc, les connaissances acquises sur ce sujet n'ont alors aucune valeur. Nous ne pouvons pas donner des détails et des précisions sur le fonctionnement et les raisons d'un sujet lorsque nous n'avons aucune preuve de l'existence de ce sujet. Car nous n'avons aucun moyen de savoir si ces détails et ces précisions sont vrais ou sont simplement une invention. Au même titre que donner des précisions sur Dieu sans avoir de preuve de son existence annule la valeur de ces précisions et ces détails, dans le cas présent, les textes religieux. Je ne dis pas que Dieu n'existe pas, mais comment pouvons-nous avoir des détails sur ses paroles et ses volontés si nous n'avons pas de preuve de son existence? Il est parfois bon de se retourner et de se poser la question initiale. Je ne dis pas que les fantômes n'existent pas, mais comment pouvons-nous accepter dans l'imaginaire collectif que ceux-ci peuvent interagir avec l'électromagnétisme quand nous n'avons aucune preuve de leur existence? En allant plus loin, nous pouvons même dire que donner des détails sur un sujet dont l'existence est discutable est en parallèle avec un lore, un univers de fiction. Howard Philip Lovecraft avec Les Grands Anciens, Terry Pratchett avec Le Disque-Monde et J.R.R. Tolkien avec Sauron. Nous ne pouvons pas être experts d'un sujet dont l'existence n'a pas été prouvée. Toutes les connaissances au sujet des fantômes perdent leur valeur à l'instant où l'on prononce ces mots. L'existence des fantômes est une croyance. Enfin, Patricia Daré, prétendue médium, sceptique au raisonnement factuellement biaisé, érudit en physique quantique qui ne sait définir une onde électromagnétique et un photon, souhaiterait que nous lui fassions confiance à travers ses livres et ses conférences. Or, certains discours New Age mis en avant par cette médium relèvent d'une chose bien plus importante et dangereuse que de simples spéculations amusantes au sujet des fantômes. Nous appelons cela des dérives sectaires. Vous avez des dons incroyables, on a tous des capacités incroyables. Capacité de guérir, on l'a tous. On n'a pas trouvé encore la formule, on la cherche, parce qu'il y a des gens qui sont convaincus qu'ils ne pourront pas guérir, donc ils ne cherchent pas. Quand je dis chercher, c'est pas avec la tête, c'est pas avec le mental. Le mental, évidemment, il n'a aucune importance. Le mental, c'est la boucle qui vous empoisonne la vie du matin au soir. J'en parle même pas de celui-là. Je parle de vous, votre âme. Pourquoi je suis malade? Pourquoi j'ai ça? Quelle est la partie de mon corps qui est malade? Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Mon corps, il a pris le relais de quoi? De quelque chose que j'ai pas entendu. Mais je vais essayer d'entendre. Je vais aller chercher le moyen d'aller mieux.